Bonjour, je m'appelle Vlad Constantinescu et je suis professeur émérite de droit public et de sciences politiques de l'Université de Strasbourg. L'Europe n'était pas encore l'Union européenne, c'est la communauté européenne, parce que je crois que c'était quelque chose d'assez nouveau à l'époque. Ce n'était pas... C'était une organisation internationale fondée sur des traités internationaux, rien à dire, régulièrement ratifiés par les parlements des États membres, fondateurs, puisqu'à l'époque nous étions 6 uniquement, mais il y avait des traits caractéristiques intéressants qui marquaient que ce n'était pas une organisation internationale comme les autres, et que le droit qui en était issu avait un statut en droit interne qui était assez particulier à l'égard du droit international notamment, qui se distinguait du droit international. Alors ça m'a intéressé parce que je me suis dit, tiens, il y a là quelque chose qui est en train de se jouer qui bouscule un peu les catégories établies. On n'est plus dans une logique intergouvernementale pure, on n'est pas non plus dans une structure fédérale ou fédérative, même s'il y a certains éléments qui pourraient laisser penser que c'est quelque chose de nouveau, ça mérite l'intérêt. Et donc je me suis intéressé à cette thématique de la communauté économique européenne, compétences et pouvoirs, c'est l'idée qu'il y a une répartition des compétences qui se fait à travers un traité, mais pas de manière explicite, pas de manière claire. Tout ça a été clarifié après, depuis. On a distingué les compétences exclusives, partagées, d'appui, tout ça. Mais à l'époque, il n'y avait rien de tout cela. Il fallait retrouver, un petit peu comme Cuvier retrouvait les animaux préhistoriques à partir des os et des fossiles. Il fallait retrouver une répartition des compétences à partir de dispositions du traité qui dégageaient des missions, qui mettaient en place des procédures et qui indiquaient selon quel acte le Conseil ou la Commission pouvaient agir. Donc un travail de reconstitution, et puis j'ai essayé de montrer que, au fond, s'il y avait une répartition des compétences qui privait les États d'un certain nombre de zones, il y avait par ailleurs une sorte de reprise, parce qu'au sein des pouvoirs mis en œuvre par les traités, les États avaient tout de même une main assez forte, que ce soit par le Conseil, que ce soit par les procédures d'unanimité, que ce soit par les mécanismes décisionnels, ils avaient quand même une emprise assez forte sur ce qu'ils avaient accepté de donner à la communauté. Donc c'est cette balance entre l'analyse verticale et l'analyse horizontale qui m'avait intéressé, que j'ai essayé de mettre à jour, si vous voulez, de mettre en lumière. Voilà, ce qui explique mon intérêt pour l'Union. Puis parce que je pense que c'est une cause qui en vaut la peine, au-delà du droit, si vous voulez, au-delà du droit. Je pense que l'Europe, si elle ne veut pas disparaître complètement de l'histoire, elle a intérêt à s'organiser le mieux possible pour sauvegarder ce qui fait son charme, sa culture, son histoire et son agrément de vivre. Voilà. Je pense certainement que les équilibres initiaux n'y sont plus aujourd'hui. Je crois qu'on a noté, c'est assez banal de le dire, une sorte de triomphe de l'intergouvernementalisme qui se manifeste par le Conseil européen, par exemple, qui aujourd'hui a le statut d'institution, le statut plein et entier d'institution, qui est à l'origine de beaucoup d'initiatives, comme vous le savez, qui bat un peu en brèche la Commission. Puis la deuxième caractéristique, c'est la nationalisation, même de la Commission, on le voit. Donc la présence d'éléments nationaux et intergouvernementaux fait que le communautaire, ce qu'on appelait à l'époque les procédures communautaires, l'originalité communautaire perd un petit peu en intensité, en puissance. Alors je sens quand même dans les orientations actuelles qui sont celles de l'Union une certaine dérive par rapport aux projets initiaux. Peut-être est-ce inévitable à cause du nombre d'États membres, du nombre de missions aussi que les États veulent donner à l'Union, et du très faible
la très faible quantité de moyens que les États sont disposés à donner à l'Union. Donc il y a une sorte de contradiction entre ce qu'on attend, ce qu'on demande à l'Union et ce qu'on est prêt à donner à l'Union. Ce qui fait que l'Union est en difficulté, elle ne peut pas assumer ses missions correctement et elle devient le bouc émissaire idéal pour les gouvernements nationaux qui peuvent se défausser en disant mais c'est la faute à Bruxelles, en oubliant que Bruxelles c'est eux-mêmes et en oubliant que Bruxelles n'a pas les moyens que eux refusent de lui donner. Donc je trouve qu'en effet les choses ont changé et je ne suis pas très optimiste pour les années qui viennent quant au futur de cette Union européenne. Je la trouve assez menacée. Voilà. Donc si les États prennent collectivement conscience de la faiblesse de l'Union, ils ont les moyens politiques, institutionnels d'y remédier. Sans doute, on ne pourrait pas poursuivre encore très longtemps dans une configuration à 28 en demandant que les 28 remplissent exactement les mêmes obligations. D'ailleurs, ce n'est pas le cas. Vous avez une multiplication des situations d'exception, des situations où tous les États ne participent pas à certains processus. Ce qu'on appelle la différenciation, elle est là de manière très patente. Et petit à petit, je me demande si cette différenciation, moyen de garder tout le monde ensemble, n'est pas aussi un moyen de permettre à chacun de s'en aller et de choisir sa route. C'est un peu l'Europe de la carte, c'est pas l'Europe du menu imposé, c'est l'Europe à la carte. On choisit les politiques qui vous intéressent, on récuse celles qui ne vous intéressent pas. Mais que reste-t-il de l'Europe? Ça devient un supermarché utilitaire où chacun pousse son caddie et prend la marchandise qui l'intéresse. Où est le projet commun? Vers quoi veulent aller ensemble les États européens? On ne le sait pas. Moi, je ne le vois pas très clairement. Ou pour utiliser la métaphore de M. Van Rompuy, les États européens sont des vaisseaux qui naviguent sur la mer, alors qui affrontent plus ou moins bien les tempêtes, et ils sont reliés sous la mer par des câbles ou par des chaînes. C'est leur solidarité. Alors cet édifice un peu branlant, pour moi, risque de se disloquer. Et je suis un peu inquiet des perspectives qui nous attendent si les États et les gouvernements nationaux ne prennent pas vraiment conscience que ou bien on réforme dans un sens efficace le mode de fonctionnement soit de toute l'Union, soit d'un groupe d'États qui pourrait être la zone euro, et à ce moment-là, l'Union continuera certainement d'avancer, soit on ne fait pas grand-chose et on se laisse, comme les nouvelles quotidiennes nous le montrent, on se laisse abattre par toutes les crises internes, externes, qui pèsent sur l'Union européenne. Donc le choix, il est là. Est-ce que les gouvernements auront la capacité et le sens des responsabilités pour y faire face? Je n'en suis pas sûr.